Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi sur Public Sénat pour suivre les travaux des sénateurs avec une audition très importante cet après-midi qui concerne la fermeture des commerces non essentiels pendant la période de confinement. C'est une décision d'Emmanuel Macron confirmée par le Premier ministre Jean Castex mais qui provoque la grogne des élus locaux. Et oui, plusieurs maires ont pris ce week-end des arrêtés pour ouvrir malgré tout leur commerce de proximité. Ils dénoncent l'inéquité avec les grandes surfaces et en réaction, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que dès demain, les rayons de produits non essentiels dans les grandes surfaces seraient fermés. Pour revenir sur cette polémique, également sur les mesures de soutien aux petits commerçants, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises est auditionné cet après-midi par le Sénat. Je vous laisse écouter son audition. En outre, l'approche de cette période des 8 semaines stratégiques avant les fêtes les inquiète fortement. Ils craignent de ne pas pouvoir surmonter l'épreuve que représenteraient des non-ventes de fin d'année, et ceci malgré les aides que vous vous apprêtez à rapporter. Il rappelle notamment que le click and collect ou la vente en ligne ne représentent qu'une très faible compensation en termes de chiffre d'affaires. Le Premier ministre a donc annoncé hier soir 2 mesures. La première est la fermeture dans les grandes surfaces après les rayons livres de tous les rayons non essentiels au nom de l'équité concurrentielle. Ce choix interroge, Monsieur le ministre, puisqu'il prive de débouchés certains producteurs, les auteurs, les éditeurs, les fournisseurs de jouets, de textiles, les producteurs de fleurs, de sapins, tout en n'augmentant en rien le chiffre d'affaires des petits commerces. Ce n'est donc évidemment pas une solution optimale, bien au contraire. J'ajoute que mobiliser des forces de l'ordre pour aller vérifier demain la bonne application des consignes dans les hypermarchés ne semble pas être une priorité. La seconde mesure est une clause de revoyure et la possibilité de rouvrir certains magasins dans 2 semaines, si la situation le permet, et j'imagine dans certaines conditions. Il nous paraît essentiel et très urgent, Monsieur le ministre, d'entendre les demandes des commerçants, d'entendre cette contestation et de tenter de l'apaiser, notamment en faisant preuve de souplesse quand la situation le permet. Il nous semble également qu'il faille dépasser l'opposition frontale, trop souvent mise en avant entre grandes surfaces, sites marchands et commerces de proximité. Les acteurs économiques, fournisseurs français ou non, grandes ou petites entreprises, ont toutes besoin de tous les circuits de distribution. Bien entendu, tous les acteurs ont intérêt à stopper cette pandémie. Tous sont mobilisés contre le développement du virus qui contamine 46 000 personnes par jour, 100 000, nous dit le professeur Delfraissy, et qui va vraisemblablement, dans les prochaines semaines, saturer notre système de soins dans toutes les régions. Aussi sont-ils prêts à beaucoup d'adaptations pour passer ce cap. Nous avons donc souhaité échanger avec vous très rapidement, Monsieur le ministre, et je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre demande dans des délais si courts. L'objectif de cette audition est d'expliquer la réponse du gouvernement à ces contestations et de préciser les nouvelles mesures de soutien que vous comptez mettre en œuvre pour soutenir les PME. À titre personnel, je souhaiterais partager un avis, puis vous poser 2 questions. Un avis d'abord. Après les 2 mesures annoncées, je vois aujourd'hui 3 risques de concentration des risques. Le premier, la concentration des risques dans l'espace. Avec seulement quelques magasins ouverts, les courses de Noël vont physiquement se resserrer dans peu de magasins. Cette concentration des acheteurs est-elle vraiment préférable à leur répartition sur un nombre important de points de vente? La concentration des risques dans le temps maintenant. Dans cette période stratégique de fin d'année, les courses de Noël se feront donc au mieux sur 4 semaines au lieu de 8, favorisant ainsi la densification des clients dans les magasins. Troisième risque, enfin, la concentration des tâches et des personnels dans les entrepôts de logistique et de transport du e-commerce qui vont être pris d'assaut au-delà de leurs espérances, les Français n'ayant plus que ce canal de distribution disponible. Je me questionne donc sur l'efficacité réelle du dispositif pour lequel vous avez opté. Mes 2 questions maintenant. Les commerçants ont-ils suffisamment été associés aux décisions prises sur ce second confinement? Au regard du risque avéré de seconde vague, aviez-vous construit avec eux au cœur de l'été un plan de prévention des risques de contamination pour envisager ces fermetures, leurs modalités, leurs alternatives? Ma seconde question porte sur la suite. Le gouvernement a rejeté la possibilité ouverte par le Sénat que le préfet, en fonction des circonstances sanitaires locales, puisse décider de la réouverture de certains commerces sous réserve de précautions sanitaires renforcées. Cela signifie-t-il que le gouvernement n'envisage aucune adaptation locale des règles en vigueur,
même si la situation sanitaire ici ou là permettrait d'apporter de l'air aux commerçants. Je vous laisse maintenant la parole pour un propos liminaire, puis mes collègues sénateurs vous poseront leurs questions, en commençant par Serge Babary, qui est le rapporteur des crédits liés au commerce et à l'artisanat dans la mission économie du budget, et qui est également président de la délégation aux entreprises. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, j'ai changé d'appareil. J'espère que maintenant, je suis visible pour tout le monde. Moi, je ne vous vois pas, mais tant pis, allez-y. Écoutez, mes excuses si ce n'est pas le cas. On va continuer d'essayer de progresser. Tout d'abord, vous remercier Madame la Présidente pour cette initiative, saluer les sénatrices et les sénateurs présents et vous dire que pour moi, c'est à la fois un plaisir, mais également normal que je sois à votre disposition dans cette situation qui est extrêmement difficile pour tout le monde et en premier lieu pour les acteurs de l'économie qui sont les premiers concernés et qui subissent cette situation. Tout d'abord dire qu'en ce qui nous concerne, Bruno Le Maire et moi, naturellement, nous avions tout fait en termes de prévention, en termes d'information, pour essayer d'envisager de permettre de garder ouvert l'ensemble de ces entreprises. Les éléments sanitaires sont venus avec une force terrible compromettre ce que nous souhaitions. Effectivement, il y a eu un arbitrage au regard de la tendance majeure de contamination tous les jours et de risques avérés d'affluence dans les hôpitaux et de débordement des services d'urgence. Il y a eu une décision expliquée par le président de la République qui consiste au minimum jusqu'au 1er décembre, avec une clause de revoyure 15 jours après, de prendre des mesures de restriction que le président a qualifiées lui-même de brutales pour espérer d'arrêter la propagation du virus et surtout d'espérer non pas de passer un Noël normal, mais au moins de permettre aux Français de pouvoir, au mois de décembre, faire leurs achats et aux professionnels de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Premier élément, si vous permettez. Tout d'abord, je n'ai pas cessé depuis mon arrivée au gouvernement le 6 juillet d'avoir quasiment tous les jours des rencontres avec les différents responsables du commerce. Ils sont nombreux, n'empêche que je les ai vus très régulièrement et nous avons échangé sur tous les sujets avec eux de façon à regarder comment passer cette crise sanitaire, parce qu'elle est avant tout sanitaire, et comment réussir à tout faire pour que l'activité économique ne s'effondre pas. C'était la position du gouvernement depuis le mois de mars, avec des mesures inégalées en Europe d'accompagnement des entreprises. Ce qui ne veut pas dire que tout va bien. J'ai bien conscience, au regard de mon parcours et de la connaissance que je peux avoir de ces secteurs, que beaucoup d'entrepreneurs sont en difficulté. Mais en tout cas, à la date d'aujourd'hui, on ne constate pas un nombre de défaillances plus élevé qu'à la même date les années précédentes. Ce qui ne veut pas dire que ça va bien, hein. Je dis simplement de façon ponctuelle, en nombre de chiffres, on n'a pas de chiffres plus importants. Deuxième élément, il est évident que, quels que soient les efforts que nous faisons sur le plan financier, fermer une entreprise pour un artisan, un commerçant, c'est un crève-cœur. Et je voudrais naturellement dire que cette fermeture n'est en aucun cas, de la part du gouvernement, une punition envers qui que ce soit. Ils n'ont pas fauté, ils ne sont pas fautifs de la situation sanitaire. Ils ont, pour beaucoup d'entre eux, beaucoup travaillé pour adapter les gestes barrières, mis en œuvre des procédures sanitaires extrêmement complexes souvent, après des protocoles qui avaient été négociés par leurs organisations. Et naturellement, moi j'ai pu constater que ces hommes et ces femmes avaient fait beaucoup d'efforts pendant le premier confinement pour réussir à contribuer à éviter de propager le virus. Et naturellement, il n'y a pas de la part de qui que ce soit au gouvernement une volonté de nuire à ces entreprises. C'est pour ça que, avant même
l'annonce qui a été faite par le président, j'avais proposé à Bruno Le Maire, au Premier ministre, des mesures nouvelles, amplifiées, très fortement amplifiées, d'accompagnement, parce que je sais très bien que le deuxième confinement est beaucoup plus dur à supporter pour ces entrepreneurs, d'abord moralement, ensuite financièrement. Et donc, vous avez entendu ce qu'a dit le ministre de l'économie, 15 milliards d'euros pour le mois de novembre. Un exemple très clair sur le fonds de solidarité que nous avons simplifié en termes d'accès. Nous sommes passés de 1 500 euros, ce qui avait été jugé souvent comme étant assez satisfaisant. Nous passons pour le mois de novembre à 10 000 euros de compensation de chiffre d'affaires. Donc, nous avions, sur le plan financier, anticipé cette situation. Nous avons beaucoup concerté. C'est naturellement pas satisfaisant totalement. Je suis naturellement pas à l'heure, à la minute, régulièrement ce qui se passe depuis vendredi. J'entends les revendications, les demandes, les critiques. Et j'ai repris dès aujourd'hui les contacts avec les organisations pour une raison très simple. C'est que je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, nous n'avons aucune garantie que le virus ne nous colle pas au basque encore pendant plusieurs mois. Et naturellement, nous n'allons pas pouvoir, pendant plusieurs mois, continuer à mettre 15 milliards tous les mois. Et donc, il faut absolument que nous trouvions, avec l'ensemble des représentants, j'ai toute une série de rencontres dans les prochains jours avec l'ensemble non pas seulement des représentants du commerce, mais de l'ensemble des branches concernées, des réunions pour voir de quelle manière on pourrait encore amener des éléments de sécurité sanitaire au ministère de la Santé, au Conseil de défense, pour permettre de reprendre une activité, y compris dans une période sanitaire compliquée. Avec un espoir, je vous le dis, mais ce n'est qu'un espoir de ma part, c'est que ce qu'a indiqué le président comme étant une éventuelle possibilité de clause de revoyure 15 jours après les annonces se traduise, en tout cas je l'espère, même si cet espoir est minime, mais d'une reprise de l'activité. Le Premier ministre a annoncé hier la fermeture dans la grande distribution d'un certain nombre d'éléments de vente pour remettre à égalité l'équité de traitement, les petits commerces et la grande distribution. J'entends bien, Madame la Présidente, que ça n'est pas satisfaisant. Le fait de réduire l'activité de chacun n'est pas un objectif. Moi, j'entends bien, la volonté de chacun, c'est de travailler. Et ici à Bercy, on ne peut que se féliciter de voir des hommes et des femmes qui veulent travailler. Vous comprenez, je pense, aisément, et c'est notre volonté. Mais en tout cas, nous sommes, je crois aujourd'hui, par le souci d'équité, il était indispensable de prendre cette décision et dans les prochaines heures, un décret sortira pour préciser exactement le type de produits qui vont pouvoir continuer à être vendus dans la grande distribution. Avec, en termes de communication, en tout cas, moi j'insiste là-dessus, je sais que beaucoup de petits commerçants ont été blessés par le terme de non essentiel. Je ne l'utilise pas. Malheureusement, la presse le fait encore quelques fois. Moi, je considère que le terme, je ne sais pas si c'est plus adapté, en tout cas, aujourd'hui, le moins blessant, je crois, pour les commerçants, c'est le fait de dire qu'on privilégie tout ce qui concerne la première nécessité, les produits de première nécessité, qui peut être compris. Et en tout cas, le terme non essentiel, dans ma bouche, est banni parce que je sais qu'il blesse et qu'il ne correspond pas, je pense, à la situation. Donc, la situation, c'est vrai, est compliquée. Moi, je souhaite qu'on explique vraiment très fortement, je vais faire beaucoup d'efforts pour ça, à l'ensemble des commerçants, quels sont les dispositifs qui sont à leur disposition. On va les rendre très faciles d'accès, on va les rendre très visibles, de façon à ce qu'ils puissent très vite en bénéficier. Donc, fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales, activité partielle à 100%. Ensuite, nous avons décidé, avec Bruno Le Maire, de mettre en place un fonds de 100 millions d'euros pour accompagner à la fois les collectivités et les entreprises pour se numériser, pour digitaliser. Je sais bien que ce qui est appelé le click and collect, le commande retrait, pour le dire plus en français, n'est pas
une compensation de chiffre d'affaires, ça n'est jamais qu'un complément. Nous avons décidé que ce qui sera fait par ce dispositif ne sera pas déduit des 10 000 euros de compensation de chiffre d'affaires pour inciter les commerçants et les artisans à utiliser ces dispositifs. Et moi, je souhaite associer le plus possible les régions, les EPCI et les communes pour qu'on puisse développer ces dispositifs de façon à ce que, naturellement, chacun puisse les utiliser. Et j'ai bien conscience que ces fermetures de commerce et de parties de grande distribution va faire transiter une partie de la consommation vers l'économie en ligne, même si naturellement Amazon n'est pas le seul bénéficiaire, mais naturellement est très visible et souvent mis en avant. Bon, pour ne pas être trop long, Madame la Présidente, et si ça vous convient, moi je suis disponible pour essayer de répondre aux interrogations de l'ensemble des sénatrices et des sénateurs, pour d'abord vous écouter. Moi je suis aussi à votre disposition parce que les bonnes idées elles ne sont pas qu'à Bercy, elles sont partout et qui plus est dans les représentants des territoires. Et je suis naturellement preneur de propositions. J'ai bien entendu votre demande concernant la proposition sénatoriale qui a été votée au Sénat. Bon, la position du gouvernement a été de dire, dans un premier temps, qu'effectivement, il souhaitait, au regard de la gravité de la crise sanitaire, d'avoir une mesure qui s'applique sur tous les territoires, avec le risque, effectivement, que certains élus locaux, pour répondre à la demande des commerçants, aient tendance à en ouvrir beaucoup et donc à ne pas avoir les mesures nécessaires. Ce qui est développé par le ministère de la Santé et le corps médical, c'est pas tellement que c'est à l'intérieur des petits commerçants qu'on peut être contaminé, mais c'est que le nombre multiplié de lieux d'ouverture génère plus de flux. Encore une fois, moi, je suis totalement incompétent dans le domaine de la santé et je n'ai pas d'argument supplémentaire. Hein. Mais en tout cas, c'est l'argument qui a été mis en avant et qui a justifié la fermeture de tous ces points de commerce. Voilà, Madame la Présidente, pas être trop long, mais les premiers éléments que je souhaitais mettre à votre réflexion. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Je pense que vos propos vont faire réagir un certain nombre de collègues. J'ai déjà beaucoup de demandes et d'inscriptions. Je vais passer la parole à Daniel Laurent, ensuite à Franck Ménouville. Et vous connaissez, mes chers collègues, la règle des 2 minutes. Voilà, si vous pouviez à peu près la respecter. Je vous proposerai, Monsieur le Ministre, peut-être de faire 5 questions par 5 questions pour vous permettre à la fois d'être condensé et un peu vivant. Daniel Laurent. Oui, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, vous m'entendez, j'espère. Depuis l'annonce du reconfinement, je ne compte pas, certainement comme tous mes collègues, les messages de désespoir des commerçants qui nous disent qu'ils ne s'en relèveront pas. Oui, la question sanitaire est centrale. Les commerçants ont fait le maximum pour répondre au protocole sanitaire. Soyez clairs, il ne s'agit pas d'opposer les commerçants indépendants à la moyenne des grandes distributions. Il est question d'équité de traitement, ni d'opposer la sécurité sanitaire à l'économie. Déjà fragilisée par le premier confinement, cette décision de fermeture va conduire inéluctablement le nombre de commerces à la fermeture définitive, avec des conséquences psychosociales, d'emploi, d'aménagement et de dynamique de nos territoires. Vous l'avez très justement dit, Monsieur le Ministre, le Sénat vous a fait des propositions afin de déterminer les conditions dans lesquelles les préfets pourraient autoriser l'ouverture des commerces dits non essentiels. Et là, vous n'y avez pas répondu, c'est bien dommage. Les chambres de commerce aussi et d'industrie demandent d'étudier leurs propositions d'autorisation d'ouverture sur rendez-vous. Quelle est votre position? Ensuite, il y a une incompréhension dans les décisions prises, et je l'ai déjà dit, qui vous le concèdent sont difficiles et inédites, mais nous savons où peuvent mener le sentiment d'injustice, sans compter les risques de fracture dans notre pays qui sont déjà fortement sous-jacentes. Vous avez parlé du flux que pourraient créer les commerces. Il y a déjà un flux pour celles et ceux qui vont travailler. Donc ce flux, il existe. Donc il ne sera pas complémentaire, il sera associé.
Dans nos territoires ruraux, Monsieur le ministre, nous tenons déjà les petites communes à bout de bras. Et malgré cela, il y en a déjà qui fermaient avant cette crise du Covid. Vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe dans nos campagnes. Nous avons des petits commerces où les maires se battent pour les faire venir, pour les tenir et pour les faire vivre. Ça va être la fin de ces petits commerces et nous n'aurons plus que des grandes surfaces ou Internet avec Amazon et les autres. Alors, dans ce cas-là, accès aussi tous ces GAFA, Amazon et les autres. Je crois que c'était en prévision, mais on n'en entend plus parler. Cette indemnisation pourrait servir à aider les petites communes, les petits commerces. Et si cela dure 3 ou 4 mois, monsieur le ministre, je ne veux pas être pessimiste, mais quand j'entends les millions qui flambent là, expliquez-moi comment on va faire. Merci. Merci Daniel. Je présente mes excuses à Serge, à qui j'ai oublié de donner la parole en premier. Pardon Serge, monsieur le président de la délégation aux entreprises, je te donne la parole et ensuite Franck Menonville. Pardon Franck aussi. Merci présidente. Monsieur le ministre, merci de nous permettre cet échange, évidemment qui a une extrême importance pour tous. Et je souhaiterais évoquer 2 thèmes que vous avez indiqués dans votre propos liminaire. Tout d'abord, concernant les mesures de soutien et puis ensuite la numérisation. Monsieur le ministre, outre l'élargissement du fonds de solidarité et de reconduction des diverses exonérations fiscales et sociales, quelles sont les nouvelles mesures de soutien aux commerçants que vous envisagez de prendre pour ce 2e confinement? En particulier, pourriez-vous détailler le dispositif de crédit d'impôt à destination des bailleurs qui doit les inciter à renoncer à percevoir les loyers? 2e sujet, sur la numérisation, la vente en ligne et le commande-retrait, click and collect, peuvent être de précieux relais de croissance pour les commerçants, ce qui implique de changer l'échelle et l'ampleur de la politique de numérisation des PME. Pour la rendre réellement efficace, vous annoncez 100 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Pouvez-vous détailler leur usage, notamment présenter leur utilisation sous forme de crédit d'impôt? Vous prévoyez en particulier 16 millions d'euros de plus pour l'initiative France Num, en espérant réaliser ainsi environ 10 000 diagnostics de numérisation auprès des petits entrepreneurs. Les besoins actuels ne justifieraient-ils pas que cet objectif de 10 000 soit fortement augmenté? J'ajoute sûrement. Enfin, comptez-vous supprimer la commission que perçoit la Poste pour les ventes réalisées sur la plateforme Ma Ville, Mon Shopping, comme durant le premier confinement, y compris d'ailleurs l'abonnement pour les collectivités? Je vous remercie. Merci Serge. Franck Menonville, et ensuite Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci de votre réactivité dans un tel contexte. Moi, ma question, elle est très simple. Depuis ce week-end, nous sommes assaillis de réactions des commerçants de proximité, du petit commerce dans nos villes qui vivent ce confinement et cette fermeture comme une véritable injustice face au maintien d'ouverture d'un certain nombre de commerces et surtout à la possibilité offerte et du risque de report important vers le e-commerce. Et notamment, vous avez réagi et le Premier ministre a annoncé hier la fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces. La présidente l'a dit, mais ça nous semble, et ça me semble vraiment une fausse bonne idée, puisque ça accentuerait effectivement le report inévitable vers le e-commerce. Donc, les questions qui sont les miennes aujourd'hui, c'est plutôt de voir avec vous, et notamment que vous puissiez nous exposer les alternatives que vous souhaitez mettre en place pour rendre possible l'accès au marché de ces commerces aujourd'hui fermés. C'est peut-être aussi d'entrevoir des nouvelles opportunités d'ouverture. Notre collègue Daniel Laurent l'a évoqué, mais c'est-à-dire accentuer peut-être les plages horaires de certains commerces en individualisant leur accès sur rendez-vous. Et puis, c'est également de voir peut-être en matière de protocole, ce qui pourrait être rajouté pour permettre l'accès à l'ouverture d'un certain nombre de commerces, tout en rappelant qu'il n'est pas plus dangereux d'aller chez un commerçant de proximité sécurisé. Et Dieu sait que nous pouvons le dire sur le territoire, les commerçants ont fait de nombreux efforts pour
sécuriser l'accès et assurer la sécurité des usagers et des consommateurs. Merci Franck, Evelyne, Renaud Garabédian et ensuite Françoise Ferrat, et je vous laisserai répondre, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, comme viennent de le dire mes collègues, les petits commerçants de notre pays ont actuellement très peur que ce deuxième confinement marque la fin de leur affaire. D'autant plus qu'on vient d'entendre à l'instant par une information que le reconfinement risquerait de durer de 8 à 12 semaines. Il existe aujourd'hui une autre catégorie de petits chefs d'entreprise qui ne vont pas survivre. Ceux qui, en théorie, ne sont pas empêchés d'ouvrir, mais dont l'activité est totalement paralysée. Je parle de tout l'écosystème touristique. Les hôteliers ne sont pas concernés par le décret sur le reconfinement. Et cette non-fermeture administrative les exclut de fait d'une potentielle prise en charge de leurs sinistres par les compagnies d'assurance. Les hôteliers, les guides, les intervenants de l'événementiel, etc. Tout ce secteur n'a plus aucune activité. Un tiers de ce secteur va faire faillite dans les mois à venir. Alors évidemment, aujourd'hui, le chiffre n'a pas changé, mais c'est demain que les faillites vont arriver en cascade, Monsieur le Ministre. Au-delà de l'existence du chômage partiel et des prêts garantis par l'État, qui ont été déjà consommés à aujourd'hui depuis le mois de mars, que proposez-vous à ces petits chefs d'entreprise qui n'ont pas la trésorerie pour survivre encore longtemps? Ce qui est très important pour eux, c'est ce que vient de vous dire mon confrère Serge Babary. Qu'en est-il des réductions de loyers pour lesquelles il y a eu tant d'effets d'annonce de la part du Premier ministre, de la part du ministre des Finances, mais pour le moment, malheureusement, aucun acte, Monsieur le Ministre. Merci Evelyne. Françoise Ferrat pour clôturer cette première série de questions. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, c'était bien difficile et surtout incompréhensible d'appréhender l'entêtement du gouvernement. La situation sanitaire est toujours mise en avant, c'est tout à fait bien normal. Mais nous y sommes attachés autant que vous. Et depuis le déconfinement de mai, les commerçants ont pris des mesures rigoureuses pour en assurer la sécurité sanitaire et des efforts très importants ont été faits. Monsieur le ministre, les cas Covid se rencontrent, semble-t-il, en priorité dans le milieu professionnel. Les pourcentages le montrent. Pouvez-vous nous donner les chiffres de cette contamination dans les commerces? Et il y a un point que je souhaiterais évoquer à cet instant, il s'agit d'un niveau sanitaire. J'ai cru comprendre, Monsieur le Ministre, qu'il existe une procédure idéale qui se nomme tester, alerter, protéger. Et je voudrais vous en donner un exemple, ça me semble très important. J'ai un proche qui a été testé Covid le vendredi 23 octobre. Il a prévenu tous ceux qu'il a approchés, et indiquant qu'un appel de l'assurance maladie leur serait porté. Les premiers l'ont été le dimanche, le dernier le lundi, indiquant des dates de test. À ce jour, tous n'ont pas les résultats. Nous sommes le 2 novembre. Les sérieux sont chez eux, les autres dans la nature. Et ce sont les commerçants qui payent le prix fort de cette incapacité à suivre ce procédé. Bruno Le Maire, me semble-t-il, était sensible à une réouverture sur rendez-vous, par exemple, et cela a été balayé d'un revers de main. Ah, j'oubliais, Monsieur le Ministre, les grandes surfaces ne pourront plus vendre les produits, alors je n'ai pas trouvé d'autres termes, dits essentiels. Cela peut donner bonne conscience, mais quid des ventes en ligne? Évidemment, on ne va pas se fâcher avec les géants, d'autant que l'on voudrait nous faire croire dans le même temps qu'ils seront taxés un jour. Quelle hypocrisie! Monsieur le Ministre, la gronde est forte. Monsieur le Ministre, je vous en prie, soyez le porte-parole des petites entreprises, des commerçants. Vous aviez cette connaissance du terrain. Hier, vous étiez l'un d'eux. Je ne veux pas croire que vous l'ayez déjà oublié. Monsieur le Ministre, voilà une supplique qui vient de la Marne. Voilà, je vais peut-être vous laisser répondre à ces premières questions. Madame la Présidente, je vais me permettre de tout de suite répondre à la dernière question. Pour vous le dire, Madame la sénatrice, avec la plus grande détermination, je n'ai pas oublié 40 ans d'artisanat. Je me suis installé en 1975 et donc je n'ai pas oublié en 4 mois et demi de ministre, et je n'oublierai jamais 40 ans de ma vie, ni les problématiques, ni les difficultés, ni les besoins,
de ces secteurs qui sont nombreux, permettez-moi une parenthèse, qui ont été rarement pris en compte, quelles que soient les majorités au pouvoir, et qui font que ces secteurs ont beaucoup considéré qu'ils n'étaient pas suffisamment accompagnés. Donc je n'ai rien oublié de tout ça, et si le président m'a demandé d'occuper cette fonction, c'est parce qu'il estime qu'il faut avoir une action spécifique pour ces entreprises, et j'essaye au maximum de trouver des solutions adaptées, même si la situation actuelle sanitaire ne nous permet pas d'aller aussi vite que je le souhaiterais. En tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire qu'à côté de toutes les mesures que nous prenons et tout le travail que nous faisons sur l'urgence, à mon cabinet, nous travaillons en parallèle sur un certain nombre de mesures qui vous seront, j'espère, assez vite dévoilées pour accompagner, transformer et essayer d'améliorer la situation économique, sociale, fiscale et réglementaire de ces 3 millions d'indépendants. Et donc, naturellement, Madame la sénatrice, soyez assurée que quel que soit le temps, je sais bien que le temps de vie d'un ministre est limité, quel que soit le temps pendant lequel j'occuperai cette fonction, je n'oublierai pas une seconde à la fois mon parcours et mes anciens collègues dans leur situation. Ensuite, je vais redire que naturellement, que ce soit Bruno Le Maire et moi, nous avons beaucoup fait pour essayer de maintenir l'ensemble des activités économiques ouvertes. Encore une fois, la situation sanitaire et l'arbitrage qui a été donné en regard du nombre très important de cas et des risques absolument avérés que dans quelques jours, on ait des problèmes majeurs à l'hôpital, ont amené le président à prendre des décisions que naturellement j'assume. C'est pour ça d'ailleurs que nous avions prévu sur le plan financier des éléments extrêmement massifs. Je reconnais qu'on a sûrement, et merci à vous tous et toutes d'y contribuer, beaucoup d'efforts à faire pour que les mesures prises visant à atténuer, en tout cas sur le plan financier, les difficultés des entrepreneurs, je pense qu'elles ne sont pas encore intégrées par beaucoup d'entre eux. Donc, en ce qui me concerne, je vais faire beaucoup d'efforts pour que tout ça soit bien connu, parce que naturellement, c'est absolument indispensable, au minimum, de les rassurer sur ce sujet. Je redis que je vais, dans les prochains jours, recevoir toute la journée tous les représentants du commerce, des branches professionnelles, pour voir avec eux toutes les solutions d'amélioration nous permettant d'espérer le plus vite possible une réouverture. Et donc, tout ce qui a été dit sur le développement de la numérisation, sur les prises de commandes et toute autre disposition possible, je m'en ferai le porte-parole auprès du Premier ministre et du Président pour que, naturellement, tout ça soit pris en considération. Sur la partie numérisation, effectivement, pour l'instant, il y a 100 millions qui sont immédiatement disponibles, à la fois pour accompagner les collectivités qui mettent en place des outils, quelquefois dans leur commune, dans leur EPCI. Il y a 20 000 € de prévus par la Banque des Territoires, mais moi, je suis totalement disposé à regarder si on peut améliorer ce montant financier. Deuxième chose, il y a eu effectivement une proposition qui m'avait été faite pour accompagner 10 000 entreprises. Il y a déjà plusieurs semaines que j'ai indiqué que ça me paraissait totalement déconnecté des besoins, et j'ai fixé avant la fin de l'année 2021 1 million d'entreprises qui soient digitalisées et numérisées. Et je travaille tous les jours avec mon cabinet pour qu'on trouve le meilleur moyen de contacter l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur territoire, pour les accompagner dans cette volonté de numérisation massive de l'ensemble de ces entreprises, en précisant, je le dis, monsieur le sénateur Laurent, en précisant bien que ça n'a pas pour objet de remplacer le commerce physique. J'habite une commune de 800 habitants, donc je sais très bien, même si c'est proche d'une grande ville, mais c'est une commune de 800 habitants, et je connais, je crois, assez bien, pour avoir beaucoup, dans mes fonctions précédentes, sillonné le territoire, y compris les territoires les plus ruraux, pour savoir combien
le moindre commerce est essentiel dans ces territoires. D'où ce qui a été lancé sur les 222 corps de ville, d'où la volonté du Premier ministre de relancer un programme Petite Ville de demain, et naturellement, d'où tout ce que nous essayons de mettre en place pour qu'il n'y ait pas d'effondrement de cette économie. Et je redis que pour l'instant, même si le pour l'instant, pour moi, est tout à fait essentiel, il n'y a pas eu d'effondrement d'économie. L'objectif, c'est bien d'essayer de maintenir au maximum l'économie française, même si je redis que ce maintien n'empêche pas les difficultés. Mais en tout cas, c'est de maintenir. On a vu que lors de la reprise de l'activité le 11 mai, l'activité économique avait repris assez vite et assez fort, parce que justement, les entreprises étaient présentes. Ensuite, M. le sénateur Manouville a évoqué les questions des protocoles. Naturellement, dans les débats que nous aurons avec les représentants du commerce, seront abordées les questions de protocole. Est-ce qu'il faut en rajouter ou pas? Quel type de mesures? Les questions de commande et de réservation seront étudiées. Enfin, encore une fois, moi, il n'y a aucun sujet que j'élimine par principe. Il faut absolument qu'on regarde. Et effectivement, si le virus est là encore pendant plusieurs mois, il faut absolument que nous arrivions à avoir une économie qui tourne, quelle que soit la durée du virus. Madame la sénatrice Renaud Garabier-Bédian, pardon, excusez-moi, vous avez évoqué les entreprises qui n'étaient pas fermées de façon administrative. Simplement, vous rappelez qu'il y a deux listes, S1 et S1 bis. Et donc, dans les entreprises qui ne sont pas fermées, celles qui font moins de 50% de leur chiffre d'affaires, nous avons enlevé tous les critères, en particulier de taille, jusqu'à 50 salariés. Celles qui font moins de 50% de chiffre d'affaires, ce sera le cas de beaucoup malheureusement, bénéficieront au même titre que les autres de la compensation de 10 000 € de chiffre d'affaires, exonération de cotisation sociale et activité partielle à 100%. Donc, qu'elles soient fermées de façon administrative ou pas, celles qui sont dans la liste S1 et S1 bis qu'on a très très largement élargie depuis quelques semaines, on a encore rajouté la semaine dernière, donc c'est toutes les activités liées de près ou de loin à la culture, au sport, à l'événementiel, toutes ces activités-là, et il y en a plusieurs centaines, seront couvertes de la même façon. Il n'y a pas pour nous question, et si dans vos territoires, vous avez connaissance, on l'a vu encore la semaine dernière, de telle ou telle activité qui ne figure pas dans ces listes-là, je suis à votre disposition. Sans aucun problème, nous la rajouterons. Vous avez évoqué les guides interprètes. J'étais moi-même intervenu il y a plusieurs semaines. Ils ont été intégrés et il y en a comme ça beaucoup. Donc, naturellement, notre objectif, c'est de laisser tomber aucune entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit le territoire concerné. Ça, pour nous, c'est absolument indispensable. Concernant les moyens financiers, il est évident, ce n'est pas la peine de raconter l'histoire, que nous ne sommes pas en situation de mettre 15 milliards par mois pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Bon, je suis bien conscient que tout ça, naturellement, aboutira un jour ou un autre à la question de la santé financière de notre pays, qui est dégradée depuis très longtemps. De mémoire, depuis 1975, nous faisons des déficits tous les ans, et que le déficit, il est aujourd'hui très important. Et donc, naturellement, nous allons très vite mettre en place une commission qui sera chargée de nous tracer des perspectives budgétaires à plus long terme, de voir de quelle manière nous allons réussir à gérer cette difficulté de la dette française et de quelle manière nous allons regarder à trouver les solutions plus adaptées sans augmenter les impôts jusqu'à la fin du quinquennat. Ça a été l'engagement qui a été pris par le président, le Premier ministre et Bruno Le Maire, et que naturellement nous souhaitons appliquer. Donc, pour l'instant, nous avons dit que nous parions sur le fait d'avoir une croissance de l'économie. Naturellement, j'ai bien conscience que celle-ci ne pourra avoir lieu qu'au moment où nous serons plus tranquilles avec le virus. Je partage aussi, je le redis, je l'ai dit dans mes premiers propos, il est évident qu'il n'y a pas
les petits commerçants ne sont pas fautifs de la situation. Je suis d'accord pour dire que, à ma connaissance, je pense pas que c'est dans ces petits magasins qu'il y a plus de risques de virus. J'ai expliqué pourquoi, au niveau de la santé, il y avait eu beaucoup d'insistance pour réduire le nombre de lieux et accepter que dans ce domaine, je ne peux que me plier à la décision qui a été prise sans avoir, en ce qui me concerne, d'éléments sur le plan sanitaire à faire valoir. En ce qui concerne la taxe GAFA, rappeler que la France est le pays en Europe qui a été le plus en pointe sur ce sujet. C'est vrai, sans avoir pour l'instant, malheureusement, unanimité européenne, mais nous remonterons au créneau très vite de façon à ce qu'il y ait une juste fiscalisation de toutes ces activités du numérique qui échappent pour une très grande partie à la fois à la fiscalité et aux cotisations sociales. Et en ce qui me concerne, je vous le dis très directement, c'est totalement inacceptable. Il faut qu'on trouve les moyens, là aussi, de l'équité de traitement fiscale et sociale, quelle que soit la manière dont l'activité de vente ou de prestation de services soit mise en œuvre. C'est là aussi essentiel pour l'avenir. Les consommateurs qui, quelquefois eux-mêmes, peuvent se plaindre de la fermeture de tel ou tel commerce, sont comme les premiers à utiliser ces outils-là. Donc, il est évident qu'il faut qu'on trouve les moyens. Ce n'est pas facile. Notre structure, je veux dire, réglementaire, fiscale, n'est pas adaptée aujourd'hui à la situation de l'évolution technologique. Et naturellement, les débats parlementaires peuvent utilement contribuer à trouver les meilleures solutions pour réussir à mettre ça en place. Peut-être juste, pour ne pas être trop long, pour monsieur le sénateur Babary, pour les 100 millions, dans les prochains jours, nous allons très clairement indiquer la manière dont nous allons contribuer à accompagner les entreprises pour cette numérisation, digitalisation, ou en chèque numérique, ou en crédit d'impôt. Les derniers arbitrages ne sont pas faits, mais ils vont venir très rapidement. Très bien, merci Monsieur le ministre pour ces premières réponses. J'engage les très nombreux collègues qui veulent prendre la parole à ne pas peut-être dupliquer les questions sur lesquelles le ministre a déjà répondu. La parole est à Michel Bonus, ensuite à Daniel Salmon. Michel. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, merci. Et merci à mes collègues parce que je suis restaurateur encore et les questions qu'ils ont posées, j'ai fait évoluer complètement ma question parce qu'on se rejoint tous. Lors du premier confinement, nous avons appris à 8h, à 20h, par la télévision que nous devions fermer à 22h. Quand je dis fermer, ça veut dire qu'il faut arrêter de servir les gens à 22h pour fermer à minuit. Ils sont obligés. Donc, avec les clients qu'on avait sur les bras. Donc, c'était un mariage ou pas, mais c'était comme ça. Et je ne parle pas des traiteurs qui ont été très impactés aussi ce soir-là. Bien entendu, avec le stock. Sur le premier déconfinement, aucun protocole, nous n'avions aucun protocole entre les mains. Donc, on a été mis en difficulté très vite par les forces de l'ordre et c'était très difficile de reprendre. Ma question est la suivante. Avez-vous anticipé un protocole pour les commerçants? Parce que chaque commerçant fait un métier particulier. Le boucher, ce n'est pas un restaurateur et le teinturier, ce n'est pas une maison une salle de sport ou un libraire. Il est bien évident que dans mon corps de métier qui est la restauration, il faut fabriquer. Il faut savoir où on va, il faut gérer les stocks et il faut construire une carte et bien entendu avoir des employés et savoir comment ça va évoluer. La deuxième question est, bien entendu, dans quelles conditions on va rouvrir. On a perdu, au-delà de la perte sèche, c'est la valeur vénale de nos entreprises qui ont perdu. On n'en parle pas trop, mais il faut vraiment discuter dessus. Et aujourd'hui, on est très impacté parce qu'il y en a que c'est la retraite. Aujourd'hui, chaque commerce, on a payé ou on est en train de le payer. Et là, on est encore plus impacté parce qu'on se dit qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui et qu'est-ce que ça va avoir demain en termes d'attractivité. Merci, Monsieur le ministre, de répondre à ces questions parce que je sens que ça vous tient à cœur. Je sens que vous connaissez le métier. Mais en tous les cas, on a besoin d'avoir des certitudes pour la reprise. Merci. Merci, Michel. Daniel Salmon, ensuite Sylviane Noël, puis Jean-Marc Boyer. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, bon, je vais essayer de ne pas faire de redites parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites et je les partage pour la plupart.
Je reviendrai simplement sur une filière, la filière horticole, qui est très durement touchée parce que vous le savez, c'est une filière très saisonnière puisque les plantations se font en général au printemps ou à l'automne. Déjà, lors du premier confinement, cette filière a déjà perdu 70% de son chiffre d'affaires et on se demande comment elle va ressortir après ce deuxième confinement qui arrive vraiment encore au très mauvais moment. Donc à la détresse de cette filière s'ajoute de la colère parce que, comme pour d'autres commerces, il y a une distorsion de concurrence puisque les jardineries, elles, peuvent rester ouvertes et du fait qu'elles puissent vendre de la nourriture pour animaux, elles vendent également des plantes. Donc là aussi, distorsion de concurrence qui ajoute du malheur au malheur. L'autre question concernait plus particulièrement le commerce en ligne, mais ça, on en a déjà pas mal parlé. Et je constate que tout à coup, les grandes surfaces se trouvent un peu démunies par rapport au commerce en ligne. C'est un peu dommage qu'elles n'aient pas fait preuve un peu de compassion par rapport au petit commerce précédemment. Donc, on voit par là qu'on ne peut pas compter forcément sur les acteurs, mais que c'est vraiment à l'État de prendre ses responsabilités pour que les concurrences se fassent de manière le plus loyale possible. Merci. Merci Daniel. Je me permets de dire à Daniel qu'un grand nombre de grandes enseignes de la grande distribution ont mis à disposition des systèmes pour accueillir des petits commerçants, soit en ligne, soit dans leur magasin. La parole est à Sylviane Noël, ensuite Jean-Marc Boyer. Sylviane ? Alors, on va passer à Jean-Marc Boyer. Et on rattrapera Sylviane après. Jean-Marc. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai deux questions à Monsieur le Ministre. La première, vous dites que vous vous êtes basé sur des éléments. Vous ne vous êtes pas basé sur des éléments scientifiques et médicaux pour prendre une telle décision. Est-ce que il y a quand même des éléments qui ont permis de décider de laisser l'ouverture des grandes et moyennes surfaces et la non-ouverture des petits commerces. Donc, quelle différence sur un plan sanitaire peut-on faire dans une grande surface avec un contrôle de jauge qui peut être de 200 à 300 personnes, même si c'est contrôlé selon la superficie, avec un petit commerce qui a une petite superficie, qui jusqu'ici filtrait ses clients. Si la superficie était petite, on était à 3 clients, un peu plus importante 5, un peu plus importante 10, avec le respect des gestes barrières. Donc, il y a quand même des éléments qui ont fait que dans le temps et dans l'espace, on se permet de prendre des décisions d'ouverture et de fermeture de cette manière-là. Donc, considérez-vous que la grande distribution peut faire mieux respecter les règles et les barrières sanitaires que le petit commerce? Enfin, moi, je ne le pense pas, mais bon, vous avez certainement des éléments par rapport à ça. Ma deuxième question concerne les conséquences sur le tourisme et sur le thermalisme en particulier. Vous savez que l'activité thermale avait eu une prolongation en accord avec la CNAM de prolonger son activité thermale jusqu'à fin novembre, voire début décembre. Or là, tout tombe par terre, puisque avec le confinement qui va durer au moins jusqu'à la mi-décembre, cette activité thermale va être complètement stoppée, et elle est déjà stoppée d'ailleurs, donc avec des pertes de chiffre d'affaires d'environ 60%, c'est-à-dire ce qui est considérable, et ça concerne quand même 110 stations thermales en France, avec de la clientèle qui est avec les non accompagnants, avec des conséquences indirectes qui sont très importantes sur l'activité commerciale et artisanale. Merci. Merci Jean-Marc. Sylviane n'est pas revenue, donc je vais passer la parole à Catherine Fournier et on finira avec Viviane Artigalas. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Eh bien, je ne vais pas reprendre tout ce que mes collègues ont dit, mais j'ai eu les mêmes nombres de messages. Ce que je voulais dire simplement, Monsieur le Ministre, j'ai toujours apprécié votre implication, votre engagement auprès des commerçants artisans. Je vous connais bien dans les Hauts-de-France et je connais cette maîtrise. Vous parlez toutefois de compensation financière, mais vous le savez également, ce sont des mesures court-termistes. Vous le disiez, si cela doit durer plusieurs mois, l'État sera dans l'incapacité d'apporter un soutien financier direct dans de mêmes proportions. Vous le savez, les commerçants préfèrent de loin exercer leur métier, même s'ils ont des conditions sanitaires très strictes.
C'est un principe chez les indépendants. Donc, il ne s'agit pas ici, en la circonstance, d'opposer les différentes formes de commerce. Ce que je veux, c'est éviter de privilégier les véritables gagnantes que sont les plateformes de e-commerce international, on parlait des GAFA, qui s'extraient des règles en vigueur. Et je ne parle pas non plus de leur extraction fiscale, même si la France est parmi les pays qui les taxent le plus. Je veux dire, par rapport à un indépendant, c'est sans commune mesure. Bon, c'est là le ressenti de ces commerçants. Ils sont mal compris, ils accusent le gouvernement de considérer la vente avec un traitement différencié. Que vous soyez riche et puissant ou petit et faible, modestement, je me positionne sur la défense des plus faibles. Donc, ma question est la suivante. Face à ces mastodontes du commerce en ligne, pourquoi ne pas permettre aux commerçants autorisés d'ouverture de faire office de point relais pour les commandes qui seraient faites aux autres commerçants considérés comme non autorisés et situés dans le même périmètre géographique? Je m'explique. Que ce soit les grandes surfaces, vous pouvez passer commande, vous allez à leur site de Drive et vous prenez vos commandes. Amazon, il vous propose soit une livraison à domicile, soit une livraison au point relais. Ainsi, ce serait une alternative pour les petits commerçants, en plus du click and collect, de leur donner non seulement la possibilité de se faire ce click and collect s'ils ont les capacités numériques, mais ou bien de s'organiser entre eux sur un secteur, un quartier, et surtout aussi de leur permettre de s'entraider en définissant un point relais dans un magasin de produits frais, par exemple une boulangerie. Est-ce qu'à votre sens, ce serait possible, sans passer par une plateforme qui leur occasionnerait des frais supplémentaires? Voilà ma question, Monsieur le ministre, Madame la Présidente, je vous remercie. Merci Catherine. Et pour finir cette série, Viviane Artigalas, nous avons retrouvé Sylviane Noël que nous aurons dans le groupe suivant. Viviane. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, nous l'avons dit, les commerces de proximité, souvent accompagnés de leurs élus, de nombreux élus, se battent pour ne pas fermer leurs établissements. Le ministre de l'économie avait d'ailleurs plaidé pour une liste élargie des magasins de commerce essentiels, puis il a annoncé, et je le cite, de nouvelles mesures permettant un retour à l'équité entre les différents types de commerce avant d'envisager un retour à une ouverture plus large. Il me semble que le communiqué de presse de l'Association des maires de France qui demandait la révision de la définition de commerce essentiel, mais aussi l'amendement que nous avons voté au Sénat sur une réouverture de certains établissements si les conditions de sécurité sanitaire permettent de préserver la santé de tous, en lien bien sûr avec les autorités locales, il nous semblait que ces mesures répondaient à ce que souhaitait le ministre de l'économie. Il n'en a pas été le cas. Pouvez-vous nous expliquer le décalage qu'il y a entre les annonces, ce que voulait le ministre de l'économie, et les annonces qui ont été faites par le Premier ministre? Il me semble que la question de la santé des concitoyens n'est pas le cas, puisque ces commerces assurent des contrôles sanitaires extrêmement importants et ont des protocoles sanitaires importants. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce décalage entre ce qui était demandé et les mesures annoncées, et s'il va y avoir un horizon sur ces mesures pour nos commerces de proximité? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. On propose de répondre à cette série de questions. Il y en aura encore quelques-unes derrière. Bien, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Bonus, pour les restaurateurs, j'ai beaucoup rencontré, beaucoup travaillé sur la question de la restauration. Vous avez raison de dire que la décision qui avait été prise au mois de mars a été très brutale. J'étais moi-même au restaurant le samedi soir. J'ai quitté le restaurant à 23h30 et mon ami qui était fermé juste après était vraiment plus que dépité, démoralisé. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il y a eu l'annonce de la fermeture des restaurateurs à Marseille, nous avons beaucoup travaillé avec la préfecture pour que la décision de fermeture ne soit pas applicable le jeudi, mais elle a été appliquée le dimanche pour écouler ce qui avait été commandé pour le week-end. Donc, naturellement, vous avez raison, il faut respecter ces professionnels et dire qu'il y a eu vraiment, des dispositions spécifiques prises
pour les restaurateurs. J'ai encore fait la semaine dernière une réunion très très longue avec leurs représentants du GNI pour faire point par point les sujets sur lesquels il y a eu des solutions et d'autres sur lesquels il n'y en a pas eu. Je vais même, vous voyez, parce que moi je souhaite travailler avec vous en totale transparence, vous indiquer les sujets sur lesquels il n'y a pas encore eu, de leur point de vue, totalement satisfaction. Sur les loyers, parce que tout à l'heure je n'ai pas totalement répondu, je m'en excuse, sur les loyers. Sur les loyers, il y avait eu au mois de mai-juin une mission qui avait pour objectif de trouver des solutions de médiation. Bon, force est de constater que la médiation n'a pas donné les effets escomptés en nombre de dossiers. Il y en a eu, mais pas suffisamment. J'ai donc, dès mon arrivée, en accord avec Bruno Le Maire, pris en main cette question des loyers en recevant à 3 reprises les bailleurs et en ayant des concertations avec les locataires. Vous savez toutes et tous, ce sujet des loyers, sa complexité, c'était la variété des bailleurs. Entre les foncières, entre les concessions faites par les mairies, même l'État, et entre la très grande partie, entre guillemets, de bailleurs privés, qui sont souvent des hommes et des femmes qui utilisent ce loyer pour leur vie quotidienne, nous avions là beaucoup de difficultés à trouver des solutions acceptables. Faire cadeau des loyers aux entrepreneurs et puis taper les bailleurs privés, ce n'était pas acceptable. La dernière réunion que j'ai tenue il y a une quinzaine de jours, j'ai indiqué aux uns et aux autres que je proposerais, que je n'allais pas continuer à les réunir pendant des semaines sans trouver de solution, mais je proposerais une solution au Premier ministre, à Bruno Le Maire. Cette solution a été proposée, un arbitrage a été décidé. L'arbitrage consiste à dire que pour le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, sur les 3 mois, s'il y a au moins un mois, ça peut être 3, mais s'il y a au moins un mois qui est laissé sans loyer aux locataires par le bailleur, l'État prendra un tiers en termes de crédit d'impôt de ce qui a été enlevé aux locataires. Bon. C'est une mesure qui, pour le premier trimestre, est évaluée à 1,5 milliard. Bon. C'est une première mesure. Il faut regarder. Naturellement, nous serons à l'écoute de ce que le Sénat et l'Assemblée diront sur cette mesure. Mais en tout cas, moi, j'ai souhaité, avec Bruno Le Maire et le Premier ministre, qu'on ait un geste fait par les loyers. Certains trouveront que ce n'est pas suffisant, d'autres que nous écouterons les avis des uns et des autres. Mais enfin, il y a une mesure qui est prise. Deuxième mesure qui n'est pas encore, du point de vue des restaurateurs, correctement traitée, c'est la question des congés payés sur l'activité partielle qui s'est accumulée. Bon, on est bien conscient de ça et nous avons demandé à Elisabeth Borne de regarder ce sujet pour voir de quelle manière on pouvait éventuellement trouver une solution. Et puis, le troisième sujet qui est moins dans notre main, mais sur lequel nous intervenons, et prie de me croire, il ne se passe pas une semaine sur lequel j'interviens sur le sujet, c'est la question de la perte d'exploitation au niveau des assureurs. Bien. Aujourd'hui, nous avons fait une analyse. Il y a 7% des contrats d'assurance sur lesquels il y a plus ou moins la possibilité de mettre en œuvre la perte d'exploitation. Sur ces 7%, il y a 3% qui ont été payés par les assureurs et 4% pour lesquels il y a encore ou des contestations ou des débats. Bien. En dehors de la situation actuelle, nous avons déjà eu plusieurs réunions avec les représentants des assureurs pour espérer aboutir au début de l'année prochaine sur un nouveau risque pandémie. Moi, j'ai beaucoup insisté auprès des assureurs pour qu'il n'y ait pas, pour ce nouveau risque, d'abord des cotisations qui seraient inacceptables pour les entrepreneurs, ensuite des risques, qu'il y ait encore des contestations sur le fait s'il y a quelque chose, que ce soit ou pas accepté. Et donc, si le gouvernement donnera son accord sur ce risque, si on est vraiment garanti qu'il n'y aura pas demain de risque d'hésitation ou de sujet à controverse ou à polémique. Donc, sur les assureurs, nous continuons à travailler. Je vais peut-être faire un complément pour dire également que je travaille avec l'assurance crédit, qui pour moi est un vrai sujet en France et sur lequel, en ce qui me concerne, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'étais
totalement insatisfait de la façon dont s'était passée la couverture de l'assurance crédit pendant cette période. En ce qui concerne ce qu'a dit Madame la sénatrice Fournier, je la remercie d'avoir dit que nous avions, c'est vrai, et je la remercie également, beaucoup travaillé ensemble depuis quelques années, et je sais qu'elle a toujours été à mon écoute, et je le serai d'autant plus avec elle comme je le serai avec chacun d'entre vous. Moi, je ne suis pas opposé sur le principe de dire qu'il pourrait y avoir des points relais permettant à l'ensemble des petits commerçants de pouvoir développer leur activité. Madame la Présidente, je suis à titre personnel un peu plus réservé que ces points puissent être dans les lieux de la grande distribution. Bon, les poules dans le poulailler avec le renard autour, les poules sont restées rarement vivantes. Bien. Donc, je ne suis pas sûr que de faire aller encore plus dans la grande distribution les consommateurs pour aller retirer les produits des petits commerces, ça soit une solution. Mais j'ai entendu votre proposition. Je dis que je n'en suis pas convaincu pour l'instant. Bon, je ne suis pas buté par principe. Donc, j'écoute et j'en parlerai avec l'ensemble des représentants du commerce que je vais recevoir pour regarder si, en ce qui les concerne, ils trouvent ça bien. S'ils trouvent ça bien, je n'y mettrai pas un blocage de principe. J'ai simplement dit un avis, mais mon avis n'a pas plus dans ce domaine d'intérêt que les leurs. Je voudrais revenir, monsieur le sénateur Bonus, là, sur les questions de la valeur vénale des entreprises. C'est un vrai sujet. Bon, vous connaissez mon métier d'origine. Vous savez ce que les licences de taxi à Paris ont perdu de valeur avec l'arrivée d'Uber. Donc, je connais bien le sujet qui, pour l'instant, n'est pas traité. Il y a le risque entrepreneurial. Ce n'est pas satisfaisant comme réponse, j'en ai bien conscience, mais je connais assez bien le sujet. Vous avez parlé des traiteurs. J'ai fait au moins une dizaine de réunions avec les représentants des traiteurs et les semaines dernières, je pense qu'on leur a trouvé, en tout cas, une partie de solution. Par l'intermédiaire de la BPI, nous avons appelé 170 traiteurs individuellement pour regarder avec eux comment on pouvait les accompagner avec des outils de prêt de l'État ou d'accompagnement financier de l'État pour leur permettre de passer un moment dont je sais qu'il est douloureux. Ils ont perdu 90 à 95% de leur chiffre d'affaires. Donc, les traiteurs en tant que tels sont accompagnés spécifiquement au regard de leur spécificité de leur métier. Et je partage avec vous le fait que chaque métier est différent. C'est pour ça que j'ai reçu les discothèques, on a un dispositif discothèque, j'ai reçu les traiteurs, j'ai reçu les agences de voyage, j'ai reçu les forains et beaucoup d'autres pour qu'on puisse travailler, je dirais, cousu main avec chaque secteur pour trouver des solutions les plus adaptées, même si je suis bien conscient que tout ça, au bout du compte, est compliqué. Et le fait que nous travaillons sur des codes NAF est quelque chose d'extrêmement complexe, parce qu'on peut très bien créer une entreprise avec un code, et puis l'activité change au cours de la vie de l'entreprise, et naturellement, on n'est plus tout à fait dans la même situation, et on crée ce que j'appelle des trous dans la raquette. Donc, tout ça, j'en suis bien conscient. Tous les jours, j'ai des situations qu'on essaie de regarder. Pour monsieur le sénateur Boyer, bon, il est évident qu'il faut qu'on ait un contrôle très rigoureux sur les jauges dans la grande distribution. Je ne vais pas vous dire, parce que ça serait contraire à ma philosophie, qu'il y a plus de risques d'attraper le virus dans un petit commerce. Bon, je ne vais pas vous le dire parce que ce n'est pas démontré. Je n'en suis pas convaincu, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, il y a un élément qui a été mis en avant par l'ensemble des scientifiques, des médecins, des spécialistes que je ne suis pas, comme quoi, pour réussir à diminuer le virus, il fallait diminuer les points de contact. Voilà, je vous le dis tel quel. Je vous dis tel quel. C'est la raison qui a amené la fermeture de points de contact et donc de commerce. Voilà, je dis tel quel. Et je reconnais mon incompétence totale dans ce domaine. Encore une fois, il y a eu un arbitrage. Mon rôle ici à Bercy, c'est l'arbitrage étant donné, d'essayer au maximum d'accompagner et de compenser la perte de ces commerçants. En ce qui concerne le tourisme et le thermalisme, ce sont des activités qui sont prises dans les activités S1 et S1 bis.
donc ils bénéficient des mêmes aides que les autres activités. Et moi, je suis tout à fait à votre disposition pour regarder avec Jean-Baptiste Lemoine, mon collègue au tourisme, de quelle manière on pourrait accompagner aussi spécifiquement ces activités essentielles pour notre pays. Bon, Madame la sénatrice Artigalas, bon, j'ai répondu tout à l'heure, hein, pour la proposition du Sénat, la position du gouvernement, dans un premier temps, a été de dire qu'au regard de la diffusion du virus, il fallait mieux avoir une position nationale identique partout. Bon, c'est la position qui était prise. Maintenant, en ce qui concerne de commerce non essentiel, je redis que ce n'est pas le terme que je souhaite qu'on utilise. Moi, je dis qu'il faut bien distinguer les produits de première nécessité. Je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire c'est d'abord la nourriture, c'est tout ce qui concerne les produits liés à la santé, les produits d'hygiène. Donc, nous sommes en train actuellement de travailler avec les différentes branches de façon à ce que ce soir, un décret sorte pour préciser quels sont ces produits de première nécessité qui restent ouverts de façon équivalente, quel que soit le mode de commerce. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Nous avons une dernière série un peu longue et je demanderai donc à mes collègues vraiment de faire un propos concis et bien ciblé. La parole est donc à Sylviane Noël, que nous avons trouvée avec une connexion qui s'est perdue dans la montagne, et ensuite Anne-Catherine de Loisier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aurais 2 questions à vous soumettre. La première question concerne les agents immobiliers qui ne font pas partie des activités interdites mais qui sont toutefois privés de réaliser les visites des biens qu'ils ont à vendre. Si les visites virtuelles peuvent effectivement constituer une alternative, je pense que personne n'est prêt à s'endetter sur 20 ans pour l'achat d'un logement qu'il n'aura pas pu voir de ses propres yeux. Or, l'immobilier est une nécessité dans un grand nombre de cas, en cas de mutation, de décès, de divorce, etc. Dès lors, cette profession se voit doublement pénalisée, puisqu'en n'étant pas considérée comme une activité interdite, elle se verra écartée de fait de